5e élément, donc maintenant que je sais à peu près ce qu'il faudrait mettre en place pour savoir si une thérapie elle a la cerise sur le gâteau, est-ce que je suis prêt à admettre en fait que ça ne marche pas? Alors c'est vrai en tant que patient et c'est vrai en tant que thérapeute. C'est risqué en fait d'aller faire une étude. Et c'est ce que nous disent beaucoup de thérapeutes. Mais t'es fou, si je fais ça, et si ça ne marche pas, je fais quoi? Et c'est vrai, c'est un des points clés quand même de la démarche. Alors, savoir si on est prêt à admettre que ça ne marche pas, je vous ai donné quelques outils qui, je ne sais pas si vous allez vous retrouver, moi je me retrouve dedans. Le tri sélectif des données. Pourquoi on effectue souvent un tri sélectif des données, conscient ou inconscient? Si je vous dis surtout, ménagez votre dos, ou faites attention à votre dos, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes vigilant, donc vous écoutez ce que je vous dis. Vous vous faites mal au dos. Vous allez dire, c'est pas possible, il me l'avait dit, j'ai fait attention, pas assez, mais j'avais raison, quoi. Vous êtes vigilant et vous vous faites pas mal au dos. Vous dites, il a bien fait de me le dire, parce que du coup, je ne me suis pas fait mal au dos, vous voyez. Ou alors vous n'êtes pas vigilant. Si vous n'êtes pas vigilant et que vous vous faites mal au dos, vous dites, non mais c'est vrai, c'est pas possible, il me l'avait dit, je ne l'ai pas fait. Ou alors vous n'êtes pas vigilant, puis vous vous faites pas mal au dos, dans l'immense majorité des cas, vous allez oublier. Vous voyez, c'est le même principe avec les voyants. Moi, j'ai jamais vu personne me dire, tu sais quoi, il m'avait prédit ça, ça s'est pas passé. Vous voyez, donc en fait, on sélectionne les données qu'on rapporte. Donc le tri sélectif des données, c'est embêtant. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle l'exposition sélective. Alors, la photo est peut-être pas très heureuse, mais ce que j'ai voulu illustrer dans l'exposition sélective, c'est qu'on a plutôt un homme politique de gauche qui lit plutôt un journal de gauche. Alors qu'en fait, une position rationnelle, ce serait de ne pas aller chercher des informations qui sont déjà dans ses convictions. S'il veut avancer, il faut qu'il aille chercher les informations contraires pour voir si elles remettent en cause ses propres convictions. Et on fait souvent ça, exposition sélective. Moi, je suis super content de mon acupuncteur. Il y a des chances que j'aille sur les sites plutôt pro-acupuncture, vous voyez. Ou alors, vous êtes... Pardon ? On en discutera après. Ah ! Et en vrai, j'ai cherché un homme politique de droite qui lit un journal de droite pour mettre à côté, j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Non, si, mais je pense qu'elles doivent être enterrées. Alors, un autre élément pour savoir si on est prêt à admettre que ça marche ou pas, c'est d'avoir conscience de ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. Alors là, l'escalade d'engagement, on en fait tous dans la vie quotidienne et elle existe dans le champ thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que cette escalade ou cette théorie de l'engagement? C'est qu'en fait, on a besoin de paraître cohérent dans notre comportement. Donc on a tendance à justifier une action par l'action qu'on vient de faire. Je prends un exemple, ce sera plus facile. Au cinéma, vous vous asseyez, vous payez votre ticket, vous asseyez, le film est nul. Mais nul. Il y a peu de chances que ça s'améliore. La majorité des gens restent. Ah oui, ils ont payé. Donc il faut que je justifie. Le bus, ça c'est terrible pour moi, le bus, le RER tout à l'heure, vous voyez, heureusement que j'ai appelé. Vous attendez le bus, mais il ne vient pas. Vous dites, si je pars maintenant, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour rien, donc j'attends. Puis il ne vient pas. Vous voyez, puis plus vous attendez, plus ça justifie que vous restiez, en fait. C'est terrible, terrible. Le stop, c'est pareil. Les études, moi je vois ça avec les étudiants. Donc j'ai des étudiants en fait qui veulent rentrer souvent en école de kiné. Donc la sélection, elle se fait après une année à l'université. Donc moi je les vois en première année. Je leur dis, ça va, ça te plaît? Souvent les étudiants ils me disent, non, mais moi de toute façon c'est pour rentrer, c'est un concours, quoi. Je bosse. Puis donc il y en a qui rentrent, puis il y en a qui rentrent pas. Quand je les vois l'année d'après, je leur dis, ça te plaît? Non, mais tu sais, maintenant j'ai fait le concours. Donc j'ai bossé toute l'année dernière, je vais rester. Et en fait, vous les retrouvez tout le long.
Et ils font tout le cursus insatisfaits, mais juste pour justifier de ce qu'ils viennent de faire. Vous voyez. Voilà. Il y a des cas un peu plus critiques. Hein. Des fois, je discute avec des collègues, ça se passe bien avec ta copine? Bah non, mais je vais essayer que ça s'améliore. Vous le voyez 6 mois plus tard. Ça va mieux? Bah non, mais tu sais, ça fait 6 mois maintenant que j'essaye que ça aille mieux, je pars plus. Ouais. Et puis du coup, bah, on s'enferme dans un engagement. Et les choix thérapeutiques, c'est pareil. Si vous voulez, au bout de combien de séances on s'arrête? Parce qu'en fait, on y va, on se dit, bah, je vais voir, j'essaye. On fait une séance. Et c'est là où c'est rare que le thérapeute dise, vous savez, moi, je mets en place un contrat avec vous. C'est-à-dire, si dans 3 séances, c'est pas mieux, on se quitte bons amis. Voilà. Moi, j'essaye de le faire, et les gens sont choqués. Il y en a qui me disent, mais alors, vous voulez pas me prendre en charge? Bah si, mais c'est juste on met en place un contrat préalable. Et souvent, en fait, vous essayez, vous faites une séance, vous dites, ouais, une séance, quand même, c'est normal. Bon, 2. Alors 2, généralement, on dit, non, mais quand même, ça va un peu mieux quand même, parce qu'en plus, vous êtes garé, vous avez pris la voiture, voilà, vous êtes en retard. Puis en fait, pas mieux, 3 séances, mais vous dites, bah, maintenant que j'en ai fait 3, ça se trouve, c'est la 4e que ça va mieux, en fait. Et puis du coup, on s'enferme dans un truc comme ça, qui est incroyable, incroyable. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ça rejoint un petit peu la théorie de l'engagement. Donc, dissonance cognitive, c'est un truc qui a été découvert par Léon Festinger en 56, je crois. 57, ça doit être la publication. Donc, avec ses collègues, eux, ils ont infiltré une secte millénariste. Vous savez, qui dit la fin du monde, ce sera à telle date. Et pour voir, en fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il ne s'est rien passé. Voilà. C'était intéressant. Il a écrit ça dans un livre qui s'appelle L'échec d'une prophétie. Et en fait, en l'occurrence, là, la secte en question, il ne se passe rien, mais il justifie ça par le fait qu'ils aient bien prié. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent beaucoup plus agressifs en termes de recrutement, parce que ça justifie en fait l'existence de leur mouvement. Et donc, on a tendance, nous, à faire ça, c'est-à-dire à justifier a posteriori quand ça ne consonne pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la dissonance cognitive? C'est quand, par exemple, votre comportement ne colle pas avec une autre cognition, une idée, une opinion. Dans ces cas-là, on essaye toujours de refaire basculer, vous voyez, de trouver une explication a posteriori. Alors, il y a quelques conséquences qui peuvent être, par exemple, d'ordre politique. On va en Irak, il y a des armes de destruction massive. On n'en trouve pas. Bah oui, mais c'était un salaud. Oui. En fait, je reconsonne. C'est-à-dire, j'y suis allé, j'avais pas de raison, mais je trouve un truc a posteriori. Nous, on a ça souvent quand on teste, par exemple, des thérapeutes. Quand ça marche pas, si vous voulez, c'est trop inconfortable. Quand il n'y a pas d'efficacité qui est démontrée. Alors, du coup, ils reconsonnent en trouvant a posteriori une explication qui peut être assez farfelue, qui peut aller jusqu'au fait que le vertex magnétique de la Terre s'était inversé pendant l'étude, ce qui explique que leur magnétisme ne marchait plus. Vous voyez ? A posteriori, en fait, on va chercher à reconsonner tout le temps. Mais c'est le cas dans des trucs de la vie quotidienne. Vous rentrez un peu saoul le soir, on vous dit quand même, c'est pas sérieux. Oui, mais je n'avais pas tant bu, puis je connaissais bien la route, puis vous voyez, on trouve plein de choses a posteriori pour justifier ce qu'on a fait. Alors, maintenant, on va voir ce qui peut directement influencer mon opinion, consciemment ou inconsciemment. Alors, il y a un élément qui marche, mais alors, à merveille, c'est ce qu'on appelle les soumissions, les gammes de soumission à l'autorité. Où, en fait, donc c'est Stanley Milgram, vous connaissez probablement l'expérience de Stanley Milgram. Donc, effectivement, le professeur en blouse blanche, il a une autorité difficile à remettre en cause. Donc, plus il a une barbe blanche longue, on ne remet pas en cause ce que dit un vieux avec une barbe blanche. C'est comme ça. Et une blouse en plus. Voilà. Donc, les gammes de soumission à l'autorité, en fait, elles sont à l'œuvre dans les systèmes de santé, en particulier comme ils étaient organisés. C'est quelque chose de très mandarinal. Et probablement qu'il faut essayer
de s'extraire de ces soumissions à l'autorité et d'avoir, et c'est l'objet politique du livre, quelque chose qui est partagé. En fait, celui qui décide, c'est le patient. Celui en blouse blanche, il est juste là pour donner les outils, les clés, pour tout présenter, quoi. Et un des problèmes et un des objets vraiment de pourquoi on a fait ce livre, c'est qu'on trouve qu'on a une opposition un peu manichéenne entre ce qu'on appelle la médecine scientifique, souvent en dévoyant ce que c'est la science, et la médecine dite alternative. Vous voyez. Et en fait, nous, on trouve qu'on vole le choix aux malades dans les deux cas. C'est-à-dire que dans un cas, effectivement, très souvent, la réponse, elle est statistique, froide, déshumanisée, sans vraiment de relation, vous voyez. Et en fait, on vous dit, bon, ben, je sais pas, vous avez un cancer, c'est chimio ou radiothérapie, quoi. Vous voyez. Donc c'est quand même pas super réjouissant. Puis de l'autre côté, on vous dit, non, mais nous, super sympa, on mange des soupes en Ardèche et tout, c'est cool, on est un bon groupe. Et on ne vous donne jamais en fait toutes les options d'un coup. Où on vous dit, voilà, moi je vous propose ça, franchement, vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir mal, vous allez sauver votre peau dans 9 cas sur 10. Je vous propose ça, c'est un peu mieux, 3 cas sur 10, vous allez sauver votre peau, mais vous aurez mal quand même. Puis ça, c'est vachement sympa, franchement. Par contre, vous avez une chance sur 100 de vous en sortir en faisant ça, vous voyez. Mais en fait, moi, je serais assez favorable à ce qu'on pose les choses comme ça. On lui donne toutes les clés, et le patient qui veut choisir le une chance sur 100, ben c'est son choix à lui, ça lui appartient à lui. Vous voyez. Par contre, il faut donner toutes les options, débarrasser de toute idéologie, de tout intérêt commercial, etc. Et c'est ça qui est compliqué. C'était l'objet du livre initialement, c'est de pouvoir faire en sorte que les patients se réapproprient des questions de santé. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'il faut faire 10 ans de médecine pour avoir un avis éclairé sur une pathologie grave. Mais faire en sorte de militer pour qu'on ait un système de santé où les professionnels soient là pour nous aider, soient des éducateurs en fait des différentes options, et que ce soit nous qui fassions les choix en tant que patients, et ben c'était vraiment l'objet du livre. Alors, au-delà des soumissions à l'autorité, il y a d'autres éléments qui sont assez... ce qu'on appelle l'appel à l'exotisme, c'est particulièrement vrai en thérapie manuelle. Mais on aura d'autant plus tendance à conférer une efficacité, en plus un peu magique, à un truc qui vient de loin, vous voyez. Un truc qui est un peu naturel. Donc nous, on a appelé ça l'effet du vieux sage aborigène du Mexique, vous voyez. Plus c'est loin dans une contrée qu'on ne connaît pas, avec un peuple proche de la nature, ce qui souvent frise le racisme. Hein. Parce que... autant nous, on a l'alternative, autant eux, ils ne l'ont pas dans leur pharmacopée tropicale. C'est-à-dire que si on leur laissait le choix entre la chimio ou l'écorce de bambou, probablement, ils prendraient quand même la première, eux. Mais ils n'ont pas le choix, eux. Donc, voilà, c'est en fait les inégalités de richesse qui font qu'ils sont proches de la nature, etc. Donc, il y a toute une analyse un peu politique là-dessus. Et ce qu'on appelle l'appel à l'exotisme, c'est illustré là, c'est qu'on a tous tendance à plutôt octroyer une bonne efficacité à un acupuncteur asiatique que allemand, vous voyez. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison objective à ça. Et ça frise souvent le racisme ordinaire. Hein. C'est-à-dire, typiquement, il y a un black dans une soirée, quelqu'un lui donne le djembé, vous voyez. Alors que dans la majorité des cas, il peut dire, vous êtes bête ou quoi? Parce que je ne sais pas en jouer, moi, pas plus que de la flûte traversière, en fait. Il y a ce qu'on appelle l'appel à la popularité. Alors là, c'est compliqué. Alors, c'est la pub, et puis c'est comment vous pouvez dire que ça ne marche pas alors qu'il y a autant de gens qui y vont. Vous voyez? C'est populaire. Donc, en fait, il faut se souvenir que ce n'est pas ça qui confère l'efficacité. Comme l'épreuve du temps, donc c'est l'autre point, c'est ce qu'on appelle l'appel à la tradition. Il y a beaucoup de gens qui utilisent comme argument, si c'est ancien et que c'est toujours là, c'est que ça marche, c'est que c'est vrai. Alors déjà, on oublie, en plus, tri sélectif des données, tout ce qui était là puis qui n'y est plus. Hein. C'est-à-dire que les saignées, par exemple, a priori, on n'en pratique plus beaucoup dans les cabinets. Pourtant, c'est ancien, vous voyez. Donc, des exemples, hein, la médecine chinoise existe depuis plus de 5000 ans, sa longue expérience témoigne de son efficacité. Moi, je ne dis pas que
Mais je dis juste que c'est pas ça le bon argument si on veut montrer l'efficacité. C'est pas parce que c'est là depuis 5000 ans, quoi. Donc, il faut prendre les bons arguments. Alors, à la fin, il faut qu'on décide. Mais maintenant, pour décider, on sait qu'on est content du soin qu'on a reçu. Alors, pourquoi on est content? Peut-être parce qu'on a plus mal, si on venait parce qu'on avait une douleur. Mais pourquoi on a plus mal? C'est peut-être parce que, effectivement, ce qu'on m'a fait, c'est la cerise. Il y a une efficacité propre. Mais il y a peut-être aussi le fait qu'il y a l'effet placebo, les contextuels. Il y a aussi le fait que peut-être que quoi que je fasse, ça aurait été mieux. Donc je suis content parce que ça va mieux, mais ça aurait été mieux. Il y a l'effet cyclique des symptômes. L'effet du traitement précédent, ça c'est quand on en cumule plein. On ne sait jamais trop qui est la cause de quoi. Et puis ça peut être aussi, je suis content parce que je me sens mieux indépendamment de ma douleur. Et là, il y a une vraie analyse souvent politique à faire. C'est que les gens, en fait, mettent une charge dans leur pathologie. Pourquoi ils consultent, en fait? Demandez aux gens pourquoi ils viennent. Le premier symptôme, c'est généralement « j'ai mal là ». Et puis, en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement le fond du problème. Donc, pourquoi ils se sentent mieux? Peut-être parce qu'ils ont moins mal, pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont une bonne relation avec leur thérapeute et que c'est ça qu'ils venaient chercher. Ça peut être parce qu'on a mis un nom sur la maladie, qu'en plus, je suis pris en charge, donc ça veut dire que la société reconnaît que j'ai mal, ça veut dire que j'ai un statut et qu'on donne un sens, finalement, à ma maladie, mais pas un sens au sens métaphysique du terme. Ça peut être, alors ça c'était pour le café, c'est que souvent comme boutade avec les étudiants, je leur dis qu'une des techniques les plus efficaces en kiné, c'est de boire un café avec ses patients. C'est pas vrai, mais souvent ça les remue un peu. Ou alors je suis satisfait du soin. Voilà, et puis un peu notre credo, c'est de se dire que l'esprit critique ne s'use que si on ne s'en sert pas, et que en fait, les outils qu'on utilise là, ils ne sont pas réservés au champ de la médecine, si vous voulez. On peut utiliser les mêmes avec le champ politique. Donc en fait, nous, au Cortex, on a plein de pôles. Donc il y a le pôle santé, mais il y a aussi le pôle sciences politiques. Et si vous analysez de manière rationnelle, avec une méthode scientifique et des outils, par exemple, ce qui se passe en ce moment sur les mots terrorisme ou djihad, on arrive à des analyses relativement intéressantes. Voilà, il y a le champ historique qui s'étudie aussi avec des méthodes scientifiques, pratiquement tous les champs. Et voilà. Et maintenant, je suis tout oui pour des questions.